Bonjour à tous, bienvenue pour notre septième webinaire. Merci à la communauté du coup de suivre notre démarche. Très heureux et j'espère que vous êtes tous bien confinés au chaud chez vous. Un message et une pensée pour tout le corps médical qui, pendant qu'on échange sur le futur du monde, est en train d'essayer de sauver des vies. On pense à eux et on leur dédie un peu tout ce qu'on fait. On est du coup Web Institute dans une démarche avec la communauté digitale autour de la recovery, de la business recovery qu'on a organisée en 3 parties, React, Adapt et Innovate, dans laquelle on a essayé, dans la mesure du possible, d'aider les équipes, de créer des groupes d'entraide sur LinkedIn, de mettre en ligne énormément de contenu qu'on a pu produire ces dernières années et, comme vous le voyez ici aussi, organiser des webinars pour vous aider, pour essayer de vous donner quelques visions et essayer de vous permettre de prendre les bonnes décisions. Alors, on est très heureux aujourd'hui de recevoir Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Group. Bonjour Maurice. Bonjour Vincent. Je me joins à vous dans cette pensée pour les soignants et puis aussi cette pensée pour ces drames horribles que vivent les familles où ils perdent des leurs sans pouvoir même les accompagner, ce qui ajoute terriblement à la détresse de certaines familles. Donc, on vit un moment absolument terrible et je crois qu'on doit tous avoir un sentiment de solidarité, aussi bien pour les victimes que pour tous ceux qui font des efforts quotidiennement pour nous sortir de là. Très bien. Alors, un drame humain, mais aussi du coup un drame économique. C'est un peu le sujet aujourd'hui ensemble. Pour ceux d'ailleurs qui souhaitent continuer à échanger sur les réseaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Business Recovery qu'on essaye d'enrichir au fur et à mesure des semaines pour encourager vraiment l'entraide sur la reprise économique. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un petit think tank qui s'appelle le Hub Institute et on a un peu ces activités à l'année. Évidemment, dans le cadre du confinement, on fait un peu moins de choses, mais on sera très heureux d'échanger avec vous. En ce moment, on est un peu occupé par les ateliers en ligne qu'on organise et les webinars qu'on fait directement au sein des entreprises. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des réflexions là-dessus. Et l'idée, c'est effectivement d'échanger sur la résilience économique. Qu'est-ce que la résilience économique? Alors, c'est pas seulement la capacité à surmonter rapidement les chocs et les perturbations économiques, c'est surtout vraiment l'idée d'organiser les réponses. Maurice, excusez-moi, ne touchez pas les slides. Moi, je ne touche à rien. C'est pas moi qui touche. D'accord, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas accès aux slides. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, et donc, de prévoir les... Vous faites attention. Voilà. Du coup, on passe à la première question. Quel partage d'expérience dans la gestion de crise? Si on prend les différentes que vous avez vécues, donc la crise des années 90, la bulle Internet en 2000 et du coup la crise des subprimes en 2010. Oui, et puis vous pouvez commencer par effectivement la première grande crise de pétrole en 74. Oui, vous avez raison. Et puis d'autres ensuite. Donc, il se trouve que l'avantage d'être dans le circuit depuis si longtemps m'a permis de voir un peu ce qu'étaient ces crises. Et comme tout le monde, je m'amuse un peu à faire des comparaisons. Et vous savez que c'est un jeu favori. Quand il y a une crise, on se dit, mais c'est quoi? C'est 1929 et même pour la pandémie, on se dit, est-ce que c'est la peste bubonique, etc. En fait, il y a une expression qui a été utilisée par le président de la République qui est le mot guerre. Et je crois que la crise que nous connaissons correspond assez bien à ce que peut être un état de guerre. Je ne dis pas que c'est la guerre, mais c'est comme la guerre, parce que l'arrêt brutal de l'appareil de production, les difficultés pour les gens à circuler, etc., cela ressemble assez à ce que l'on connaît. D'ailleurs, c'est intéressant, le chiffre est tombé hier par l'INSEE, probablement moins 6% sur le trimestre, ce qui ne s'est jamais vu depuis 1945, c'est-à-dire la guerre. Et donc, on voit bien
qu'on est davantage dans ce type de situation que dans une crise financière ou une crise économique ou une crise sociale ou une crise de matières premières qu'on a pu, ou politique, comme on a pu en connaître dans le passé. Et le fait qu'on soit confiné ajoute à la complexité, puisque de toute façon, on ne peut pas sortir pour aller travailler, on ne peut pas mettre les usines en marche pour l'essentiel, et ce qui fait que cette crise va durer encore plus longtemps si les inconscients ou les imbéciles ne prennent pas conscience de la nécessité de rester confinés. C'est quelque chose qui est très pénible à vivre. Et croyez, quelqu'un qui a appris à devenir un rongeur, c'est moi. Je suis devenu un rongeur de frein. Donc, je ronge mon frein et je vous assure que ce n'est pas facile. Mais il faut absolument que l'on respecte et les gestes barrières et le confinement. Très bien, merci beaucoup pour cette première question. Deuxième question, quels seraient alors 5 conseils ou plus que vous pourriez nous donner, à la fois pour piloter au mieux cette crise, mais aussi pour anticiper la reprise? Plutôt que 5 ou plus, je vais me contenter d'en donner 3. Le premier, c'est prendre soin. C'est le conseil qui vient en tout premier, prendre soin des siens d'ailleurs, mais laissons ça de côté puisqu'on est sur le plan économique, prendre soin de ses collaborateurs, veiller à ce qu'ils aient ce qu'il faut, qu'ils puissent travailler à distance, qu'ils ne soient pas confrontés à des situations compliquées. S'ils sont amenés à venir sur le lieu de travail, qu'ils soient équipés. Prendre soin, bien sûr, de ses clients. La distance n'interdit pas la proximité. Et aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent la proximité. Prendre soin de ses actionnaires, de ses partenaires, de ses fournisseurs aussi. Ils sont très précieux, il ne faut pas les maltraiter. Donc, ça, c'est le premier conseil qui est le fait de veiller à ce que l'appareil humain et tout l'environnement fonctionnent au mieux de ce qu'il est possible de faire dans les circonstances présentes. Le deuxième, il est presque contradictoire par moment avec le premier, puisqu'il s'agit de la gestion rigoureuse, extra rigoureuse des coûts. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est le genre de situation sur lequel il ne faut pas perdre une minute, il faut prendre les décisions immédiatement. Le gouvernement, d'ailleurs, a fait énormément d'efforts et a réagi très, très vite, en tous les cas en France, dans d'autres pays un peu plus lentement, avec des réponses qui sont diverses d'un pays à l'autre, etc. Mais ici, en France, nous avons une réponse forte de la part du gouvernement et il faut gérer les coûts au plus près. Il faut savoir que si on ne le fait pas, ce qui va se passer par la suite, c'est que toute l'entreprise va en souffrir. Donc, même si c'est douloureux, il y a la nécessité de gérer les coûts et de les gérer de manière encore plus dramatique que le laisserait supposer des hypothèses de reprise, tout simplement parce que, en même temps qu'il faut gérer les coûts de manière extrêmement rigoureuse, il faut continuer à investir dans ce qui est essentiel pour la reprise de demain. Je vais y revenir plus tard. Et le troisième conseil que je donnerai, c'est un conseil qui, en toutes circonstances, est important, mais qui, dans le cas présent, est absolument essentiel, qui est cash is king. Il faut savoir que le moindre incident de trésorerie peut emporter une entreprise. Il est donc, en temps normal, nécessaire de bien gérer le cash. Aujourd'hui, plus que jamais, là encore, le gouvernement a pris des mesures immédiates, assez surprenantes et qui semblent être appliquées assez bien par les banques et par le système bancaire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les banques pour apporter un crédit
et aider les gens à assurer la soudure. Et donc, il y a une nécessité de gérer le cash au plus juste, faire en sorte que à aucun moment vous ne puissiez vous trouver en défaut. Renégocier vos délais de paiement, renégocier le paiement de votre loyer, veiller à ce que des choses qui semblent impossibles à décaler le soient, en particulier auprès des grandes entreprises qui ont les reins plus solides. Il est absolument indispensable de ne pas se trouver dans la situation où vous avez un incident de paiement, parce que si jamais on ne se trouve pas dans une reprise rapide, c'est l'entreprise qui risque d'être emportée. Alors, justement, l'idée, c'est aussi d'échanger avec vous sur la forme possible de reprise. Est-ce que, selon vous, cette reprise, ça va faire ce que tout le monde souhaite, hein, une courbe en V avec cette chute et puis c'est un U avec un trou pendant certaines semaines, voire certains mois, des up and down, ou un L avec pendant pas mal de mois, rien du tout? Ouais, ou ce mauvais L là avec une petite… toutes les hypothèses sont possibles, c'est très compliqué. Il y a un modèle qui existe, un modèle intéressant, qui est le modèle chinois. Et quand on regarde le modèle chinois, en dehors du fait qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et que mes amis chinois me pardonneront, mais moi je ne crois pas du tout à leurs statistiques et je ne crois pas du tout qu'ils aient eu si peu de personnes touchées par le coronavirus et si peu de morts, donc soyons clairs, je mets cet aspect de non-transparence de côté et je regarde ce que l'on peut constater. On constate plusieurs choses. La première et la plus importante, c'est que le confinement a marché de manière extrêmement rigoureuse. Si vous me direz que c'est plus facile dans un pays où habitué à la discipline, mais le confinement a très bien fonctionné et les gens l'ont respecté. C'est une des conditions essentielles pour la reprise. Plus le confinement est respecté, plus la reprise est rapide. C'est indéniable. La deuxième chose que l'on constate chez les Chinois, et il y a eu un excellent rapport qui a été fait par le BCG sur la fréquentation des salles de théâtre, de cinéma, de restaurants, de salons de coiffeurs, de boutiques, etc. Et on constate que la reprise est en V et de manière assez vigoureuse. Ça, c'est positif. C'est donc très positif. Il se trouve que cela est assez loin de notre mode de fonctionnement. Donc, est-ce qu'on va se retrouver avec un V ou avec un W ou un U? Je ne crois pas au L. Si on regarde ça, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le confinement est la clé. Si il est mal fait et si la sortie du confinement est mal exécutée, et si on assiste encore à des imprudences où des gens ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts que le virus, eh bien, on va se retrouver dans un risque un peu comme quand il y a un tremblement de terre où il y a un deuxième choc tellurique. Et donc, on peut se retrouver avec une reprise et un autre élément. Si les gens respectent le confinement, il y a des chances assez sérieuses pour que ça se passe entre le V et le U. Il se trouve que ce qui fera la différence du V et du U, ce seront les décisions gouvernementales. Et on va en revenir à Keynes, et effectivement, ce sera une reprise par le soutien de la demande. Il va falloir faire ce que les Américains appellent hélicoptère monnaie, donc soutenir les populations les plus fragiles et soutenir la demande. Si on a ces deux éléments et si derrière ça, on ne se retrouve pas avec
une solution qui est « give me my money back » par des impôts nouveaux, à ce moment-là, la reprise fonctionnera et fonctionnera de manière assez durable et on pourra repartir assez vite. Si au contraire, l'Europe est lente à se mettre en route, les pays ont du mal à prendre ces mesures keynésiennes et en plus on met en place des systèmes d'impôts pour récupérer l'argent qui a été donné, eh bien, on va avoir énormément de mal et on pavera la route pour nos concurrents internationaux. Parfait, merci beaucoup. On va passer maintenant du coup au sujet de la contribution en gros des entreprises. Alors vous avez des très grands groupes comme LVMH, Total, Sanofi, mais aussi des TPE, des PME, des entrepreneurs et tout un tissu associatif qui contribue fortement à essayer de trouver des solutions et à aider le milieu hospitalier, entre autres. Est-ce que vous pensez que cette contribution est de nature à changer la relation quelque part entre les entreprises à forte raison d'être et des consommateurs qui vont avoir de nouvelles attentes à la sortie du Covid? Alors, en vérité, je crois que ces élans de solidarité sont des élans assez normaux et on ne peut d'abord que féliciter les entreprises qui le font et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est le modèle de demain, c'est le modèle d'un instant, c'est-à-dire que pendant un instant de donné, il y a une solidarité qui fonctionne et c'est très heureux. Et cette solidarité permet justement aux entreprises de jouer leur vrai rôle, celui qui consiste à apporter un soutien en fabriquant des masques, en fabriquant des ventilateurs ou des respirateurs, comme on voudra, en soutenant les plus faibles, en apportant des contributions aux entreprises partenaires qui souffrent. Et ça fait partie, j'allais dire, du rôle normal en cette période. Et puis, ensuite, il faut passer à l'économie plus normale, plus quotidienne, où on assiste à un mode de fonctionnement où chacun essaye de repartir dans les meilleures conditions possibles. Et tout dépendra et tout aura dépendu de la manière dont les nécessaires restructurations, les nécessaires investissements auront été faits pendant la période de crise. Si on s'est épuisé et on a épuisé toutes ces ressources à faire uniquement de la petite restructuration sans se mettre en état d'être dans la meilleure forme possible de compétitivité, ce sera peine perdue. Si au contraire, on aura abaissé son point mort de manière suffisamment substantielle, dégager des ressources pour investir sur les projets qui sont nécessaires pour les clients et les produits dont ils ont le plus besoin, à ce moment-là, oui, ces entreprises vont pouvoir bénéficier, toutes les entreprises vont pouvoir bénéficier de la reprise et plus elles sont nombreuses à bénéficier de la reprise, plus elles nourrissent la reprise et plus la reprise prend de la force et à ce moment-là permet de résorber le chômage partiel et permet de redonner de l'emploi à tout le monde et c'est le modèle idéal mais qui nécessite beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. On est à mi-chemin de notre entretien avec Maurice Lévy. Et pour les plus de 200 personnes qui nous suivent actuellement, n'hésitez pas du coup sur la partie droite à aller dans l'onglet questions pour suggérer des questions. On n'en prendra que quelques-unes à la fin, mais c'est vraiment là que ça se passe dans l'onglet questions.
Voilà. Alors, il est temps de passer du coup au sujet de la souveraineté économique. Est-ce que la crise qu'on vit actuellement va avoir un impact sur des relocalisations, sur le travail? Qu'est-ce que vous prévoyez sur ces sujets? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, j'ai été de ceux qui sont parmi les champions de la mondialisation. J'ai cru fermement, fortement, vigoureusement, et en même temps, de manière suspecte. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'on allait trop loin. Je l'ai même dénoncé dans un ou deux articles en considérant que il fallait aimer la mondialisation, mais il ne fallait pas se livrer complètement à la mondialisation et surtout, il ne fallait pas se désindustrialiser. Et je pense que on a été victime ces 20 à 30 dernières années de deux phénomènes. Et là, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. Le premier phénomène, c'est celui de la mondialisation qui, effectivement, est allé beaucoup trop loin. Et là, je crois que tout le monde en est d'accord. Il ne s'agit pas de dire que la mondialisation n'est pas bien. La mondialisation a rendu des services considérables, a sorti énormément de gens de la misère, a permis une élévation du pouvoir d'achat et du niveau de vie en Chine, en Inde et dans beaucoup de régions. Et ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est formidable. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent que tout est abominable, mais en revanche, c'est un peu comme l'alcool. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Eh bien là, c'est la même chose. Quand on va trop loin, c'est bonjour les dégâts. La deuxième chose, et le deuxième élément dont nous sommes victimes, le système économique entier, tout entier, est victime, c'est le règne, et ça je l'ai dénoncé aussi à plusieurs reprises, le règne du procurement. Qu'est-ce que c'est que le procurement? C'est la direction des achats pour faire simple, mais c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est d'une part le fonctionnement en flux tendu, donc on n'a pas de stock. C'est d'autre part le fait qu'on met les fournisseurs à genoux, donc ils n'ont pas de marge. C'est enfin le fait qu'on gère l'argent de l'entreprise avec l'argent des autres et qu'on ne donne aucune marge de manœuvre. Ce qui fait que les sous-traitants, le plus souvent, et les partenaires ou les fournisseurs se trouvent avec des marges réduites et se trouvent étranglés en ce qui concerne le cash. Il suffit de voir les relations dénoncées à plusieurs reprises entre la distributeur et ses fournisseurs. La distribution et ses fournisseurs, et on le voit partout. Et donc, il faut, là encore, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut clairement que le procurement prenne un peu plus de gants avec ses excès, qu'il réduise en fait les excès, qu'il laisse des marges, des vraies marges et des marges de manœuvre aux entreprises, qu'il laisse un peu la possibilité de respirer sur le plan de la trésorerie et à ce moment-là, on va peut-être se retrouver avec un peu d'inflation, mais quand il y a une période de soutien à l'économie de type keynésien, il est clair qu'un peu d'inflation rend service. Donc, c'est probablement la bonne façon de traiter une partie de la dette qui va être générée. Et puis, l'industrialisation, c'est aussi la clé de beaucoup d'emplois. Et l'excès de désindustrialisation auquel on a assisté, il se trouve que j'étais membre fondateur du Cercle d'Industrie, à une époque où on avait à peu près 18%, on est à 11% des effectifs industriels. On se rend compte qu'on a perdu près de la moitié, en tous les cas plus de 40% des effectifs industriels. Et donc, la réindustrialisation est une bonne chose.
Et si ça conduit, grâce au Made in France et grâce à un certain nombre de critères, à favoriser l'emploi en France et à favoriser la consommation en France, quitte à ce que ce soit un peu plus cher, eh bien, ma foi, ce n'est pas plus mal. Et la communication et la publicité sont là pour aider à écouler les stocks avec des arguments très riches. Merci beaucoup. On va passer du coup au rôle de la tech, donc un sujet qui vous tient à cœur. Le rôle de la tech dans cette crise. Alors, on a vu beaucoup les startups, les applications mobiles, l'utilisation de la data. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence d'approche entre, en gros, ce qui s'est passé en Chine, en Asie, on va dire, aux États-Unis et en Europe sur ce point, dans la relation entre la tech et l'action publique? Et quel rôle pourrait jouer Vivatech pour prendre en compte le rôle historique de ces technologies? Bon, d'abord un petit mot sur Vivatech. On a été contraint, malheureusement, de reporter l'édition qui devait se dérouler en juin. On avait espéré le faire à la rentrée. Il est clair que c'est absolument impossible compte tenu de la persistance du confinement et de l'impossibilité de pouvoir monter l'événement pour la rentrée. Donc, je présente à tous ceux qui nous écoutent mes excuses les plus plates parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse être là et être le premier événement de regroupement humain après tout ce qu'on a pu connaître. Alors, je reviens sur la tech et la crise. D'abord, la tech a montré, si besoin en était, que l'activité et ce webinaire en est une preuve, a un semblant de continu et que le confinement est supportable grâce à la technologie. On peut travailler à distance, on peut se distraire à distance, on peut communiquer à distance, on peut même célébrer un anniversaire à distance, etc., etc. Et ceci, c'est le triomphe de la tech, des réseaux sociaux, d'Internet. C'est vraiment quelque chose de formidable. Si on regarde maintenant comment la tech a accompagné les gouvernements, alors il y a différentes choses. La Chine, on le sait, on l'a vu à la télévision. Il y avait déjà, en dehors de tout contrôle de l'équivalent de la CNIL qui n'existe pas en Chine, la possibilité de ficher tout le monde, d'avoir un suivi de chacun, etc. Et de pouvoir avoir un big data de la totalité de la population. C'est aller un peu plus loin avec des QR codes et des choses de ce genre sur j'ai été malade, je ne suis plus contagieux et je suis immunisé, ou je n'ai pas été malade, ou j'ai été asymptomatique et puis je peux circuler, je peux aller telle distance à telle autre, etc. Et tout ceci figure sur un QR code que les gens peuvent lire avec leur smartphone, les flics, et les gens sont contrôlés de manière extrêmement rigoureuse. Ce système est très efficace, il est insupportable à notre économie et à nos démocraties. Ensuite, il y a le système singapourien qui, lui, et le système coréen. Ils sont assez proches. Le coréen, c'est un mélange de singapourien et d'israélien. Et donc, le singapourien, c'est très simple. Vous avez une application. La population n'est pas très nombreuse. Tout le monde a téléchargé. Et on a, si vous avez un problème, tout ce qui a été enregistré par Bluetooth sur les téléphones à proximité. Et donc, on peut aller vérifier tout de suite si les gens ont de la fièvre, s'ils ont un problème, etc. Et veiller immédiatement à prendre soin d'eux. Et le système coréen est un peu plus musclé et il s'apparente aussi avec
de la géolocalisation, comme le système israélien. Alors, le système israélien, c'est le système qu'ils utilisent pour traquer les terroristes. Donc, de ce fait, ils ont un système qui est déjà en place. Dès que quelqu'un est malade, ils ont accès à toutes ces données et il y a une petite escouade qui va voir chacun des contacts, prend la température, regarde s'il y a un problème, les met sous pression pour dire attention, dès que vous avez de la fièvre, vous contactez tel numéro. Et ils ont obtenu l'autorisation de la Cour suprême israélienne pour pouvoir faire cela. Et les gens adhèrent assez facilement, étant entendu qu'ils ont pris l'engagement d'effacer toutes les données après. Bon, alors, l'armée est complètement mobilisée et donc, tous les systèmes de reconnaissance faciale, etc., tout ce qu'on connaît des startups israéliens a été mis à contribution et ça fonctionne plutôt bien. Vers quoi est-ce qu'on s'oriente en France? Mon impression, et compte tenu de l'excellent papier publié dans Le Monde par Stéphane Richard, mon impression, c'est qu'on ira plutôt vers un système volontaire à la manière de ce que font les Singapouriens. Donc, il y a cela. Mais il y a beaucoup d'autres choses que la technologie peut faire. En dehors du traitement des big data, pour savoir comment est-ce que les choses ont été traitées, mais il faut avoir accès au dossier maladie, ce qui est un peu sensible, dans les grandes régions qui ont été très frappées, comme l'Est, la région parisienne ou le Nord. Mais à côté de ça, on a beaucoup appris pendant toute cette période de tout ce qu'il faut faire et de l'ingéniosité. Il y a dans les pays que j'ai cités, et je vais reprendre les trois, c'est-à-dire la Corée, Singapour et Israël, une accélération des systèmes de tests grâce à la technologie. Donc, ils ont mis au point des outils de test en nombre et de manière automatique et à une vitesse incroyable grâce à tout ce que le numérique peut apporter. Et puis, bien entendu, tout ce qui permet le suivi à distance. Et depuis que l'on sait comment travailler à distance, il va y avoir, sans aucun doute, beaucoup de choses qui sont jusqu'à présent traitées par de la paperasse et des choses de cette nature qui permettront à l'État d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple, beaucoup plus proche des gens, mais pas seulement l'État, les régions et également les mairies. Pardon, j'ai été long, mais c'est un sujet qui est passionnant et on constate que nous avons développé tellement de choses pendant cette période qu'il doit être possible de faire des choses absolument formidables. Parfait. Alors, c'est l'heure de passer du coup à la question métier liée à notre industrie, celle de l'événementiel et de la communication. Comment ces secteurs peuvent contribuer de manière concrète à soutenir la reprise économique? Alors, on va prendre ce sont deux secteurs qui sont dans un même ensemble, mais avec des éléments spécifiques. Sur la communication, c'est la capacité de mobiliser les gens, les consommateurs, d'aider les industriels, de faire en sorte que les médias puissent fonctionner, que la démocratie puisse s'exprimer par la liberté des médias. Il y a énormément de choses qui sont liées à la communication, la sortie des stocks qui ont été stockés pendant toute cette période et qui n'ont pas pu être écoulés. Il y a énormément de choses que la communication et la publicité vont pouvoir aider à faire, sans compter un aspect psychologique extrêmement important que le marketing et la publicité apportent, qui consiste tout simplement à apporter un peu de vie et un peu d'optimisme, un peu de couleur grâce à des campagnes avec un peu d'humour, avec une certaine forme de responsabilité, de solidarité, et qui permet aussi de donner des signes de retour à la normale. Quand on a des systèmes d'affichage qui restent les mêmes pendant des mois,
ou des semaines, en tout cas depuis un moment, quand on a des radios et des télévisions qui ont très peu de spots publicitaires, on voit bien qu'on est dans une situation pas tout à fait normale. Et donc, une façon de revenir à la normale aussi, c'est l'investissement publicitaire et c'est de générer l'engouement, stimuler la demande et faire en sorte que les gens qui vont avoir une soif, un appétit de vie, un appétit pour consommer, pour aller au restaurant, pour aller au théâtre, au cinéma, ça ne viendra pas de sitôt pour ces deux éléments, pour les éléments culturels, mais en tous les cas, au concert, tout ça, ça va demander un peu de temps, mais en tous les cas, dès qu'on peut leur donner le sentiment que la vie reprend, c'est un élément très positif et qui sert d'accélérateur à la reprise. En ce qui concerne l'événementiel, c'est à la fois plus réduit et plus important. C'est plus réduit parce que ça se limite à un certain nombre de personnes. Hein, c'est des groupes relativement petits. On n'est pas dans des situations où on a des dizaines de milliers de personnes. Sauf quand il s'agit de grands événements comme le Mondial de l'Auto, Vivatech et autres. Mais l'événementiel professionnel a une qualité essentielle, c'est la dimension humaine et la dimension émotionnelle. Le fait de se voir, se rencontrer, se serrer la main, parfois un big hug, d'échanger, d'avoir les yeux dans le regard de l'autre, de pouvoir participer ensemble à un événement, de sentir qu'on appartient tous à la même équipe, qu'on travaille dans le même sens et qu'on bouge dans la même direction. Tout cela est absolument essentiel et tout cela est indispensable pour accélérer la reprise. Et donc, j'espère que l'événementiel, qui est vraiment indispensable à la vie de la société, va reprendre ses droits très vite et va pouvoir exercer ce magistère unique qui est créé de l'émotionnel. Merci beaucoup. On passe à la dernière question. Et donc, dans le cadre des échanges que vous avez avec les grands leaders internationaux, que ce soit ceux que vous voyez à Davos ou avec qui vous échangez de manière récurrente, quel est selon vous l'ordre mondial à venir? Est-ce qu'on va vers plus de résilience? Voilà. Et est-ce qu'il y a un nouveau modèle de société qui va émerger à l'issue de cette crise selon vous et vos échanges? Alors, depuis le début de la crise, avant même le confinement, j'ai été en étroit contact avec les grands CEO mondiaux qui sont mes clients ou mes amis, avec le World Economic Forum, dans des webinars qui sont organisés par le WEF, tout comme vous organisez le vôtre. Et on sent une volonté de faire des choses. Cela dit, entre la volonté de faire des choses et la réalité, il y a un pas. Alors, si on regarde ce qui s'est passé uniquement ces derniers temps, premièrement, on sait très bien que l'OMS n'a pas été à la hauteur, on sait que la Chine n'a pas dit toute la vérité, ni en temps voulu, ni complètement. On a vu des comportements absurdes avec le comportement de Boris Johnson qui s'est flatté de serrer la main de tous ceux qui étaient atteints du coronavirus. On a vu la valse hésitation de Trump et on voit bien aussi le comportement où il y a eu des surenchères pour racheter des masques par certains États, alors qu'ils étaient commandés, qu'ils étaient sur les palettes et que le marchand chinois faisait monter les enchères et ne respectait pas les ordres et ne respectait pas ses engagements. Donc, on a vu que
la solidarité ne fonctionne pas bien. Et je ne vais pas parler de l'Europe, où on a vu les Tchèques s'emparer des masques qui étaient à destination des Italiens. C'est juste incroyable. Je veux dire que c'est abominable. On est dans l'abomination au niveau de l'Europe. Donc moi, je fais partie de ceux qui, ayant beaucoup vécu, ne croient pas au fameux adage plus rien ne sera comme avant. Je crois que les choses reviendront malheureusement assez vite comme avant, que les égoïsmes et puis les ambitions et les objectifs personnels reprennent le dessus, ou les intérêts d'un État par rapport à un autre. Et donc, je suis assez sceptique sur la capacité de se trouver dans une situation où on va avoir une résolution formidable d'un ordre nouveau. Je n'y crois pas du tout. En revanche, ce que j'espère, et je sais que c'est très difficile, et je veux pour preuve ce qui s'est passé cette nuit, j'espère que l'Europe aura un sursaut, et j'espère qu'il y aura au moins un peu de solidarité européenne et qu'il y aura au moins un nouvel ordre européen. C'est l'occasion ou jamais, mais l'Europe a eu cette chance, enfin chance non, c'est pas le mot, cette capacité, voilà, cette capacité, cherchez mon mot, cette capacité extraordinaire de rater tous ces rendez-vous. Donc, il n'est pas impossible qu'elle rate aussi ce rendez-vous. Et ce serait très triste. J'ai cependant confiance parce qu'il y a Christine Lagarde à la BCE, il y a Ursula von der Leyen à la Commission, il y a des gens très sensés qui sont à la Commission. Je pense que aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Angela Merkel, c'est très important de se saisir du moment. Donc j'ai l'impression qu'on doit pouvoir arriver à faire en sorte que l'Europe ait un sursaut et que l'Europe réussisse enfin sa mue vers une véritable union. Merci beaucoup Maurice pour ces échanges. On va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, on a reçu plus d'une quarantaine de questions, donc on ne va pas évidemment toutes les faire, sinon on est là jusqu'à ce soir. Mais on va en sélectionner 3-4. D'abord, selon vous, quel serait vraiment le plus gros changement après-crise? Une question de Nathalie. Je pense à la solidarité. J'ai l'impression que j'avais écrit un article sur le nouveau libéralisme. Et en disant que finalement, le nouveau libéralisme, c'est un capitalisme matiné de solidarité. Et j'ai l'impression que c'est ce que l'on peut espérer de mieux. Se retrouver avec un sentiment de responsabilité et de solidarité à l'endroit des plus fragiles, des plus faibles. Et c'est vrai pour les entreprises, ça veut dire se préoccuper des startups, se préoccuper de ses sous-traitants. C'est vrai à l'intérieur de l'entreprise. Je sais qu'il y aura des restructurations, mais les faire de la manière la plus humaine, la plus solidaire possible. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu d'espoir de ce côté-là. Très bien. On a parlé de pas mal de secteurs d'activité tout à l'heure. Il y a un secteur qui est stratégique pour la France, c'est le tourisme, avec des groupes comme Accor et puis toute la partie transport avec Air France et autres. Est-ce que vous pensez du coup que eux, ils auront une reprise plutôt en U plutôt qu'en V pour certains secteurs? Comment vous voyez les choses pour le tourisme et l'hospitality? J'ai bien peur que ce soit plutôt que U, plutôt L, un mauvais L. Un L qui remonte tout doucement.
parce que même si on se reporte uniquement à ce qui s'est passé ces dernières années, et je me rappelle de 2001, 9/11, et j'étais un de ceux qui étaient partis immédiatement après le 11 septembre aux États-Unis pour visiter un peu les agences publicistes et apporter mon soutien aux équipes. Et j'avais été très frappé à l'époque de voir à quel point tout était vide. Les avions. L'avion sur New York, on était 3. L'avion, je me rappelle encore, de LA à San Francisco, j'étais seul, et de San Francisco à Seattle, j'étais seul. Vous imaginez un Boeing 777 ou équivalent, ou un Airbus 300, vous êtes le seul passager. Et donc, les craintes de contamination ajoutées aux problèmes économiques, ajoutées aussi au fait que les entreprises auront appris à travailler à distance, que ça va faire du bien d'ailleurs sur un certain plan à l'environnement. On va faire probablement moins de voyages. Tous ceux qui disaient « c'est impossible, je ne peux pas ne pas aller, c'est indispensable, il faut que j'assiste à cette réunion en personne », on se rend compte que oui, il y a un cas de force majeure, on n'a pas besoin d'être en personne et on peut traiter les sujets. Donc, je pense que là, ça va demander beaucoup plus de temps. Très bien, je vais prendre 2 questions en même temps. Celle de Valérie, est-ce que ça sonne la fin quelque part de l'hyperconsommation ? Voilà, impact sur l'attitude du consommateur sur le long terme. Voilà, on a pas mal de questions là-dessus sur quelque part le nouveau consommateur. Vous avez dit 2 questions, mais là vous n'avez pris que. Désolé. Quels sont les changements futurs pressentis des consommateurs? Est-ce qu'il sera plus responsable? Voilà. Vous savez, je pense qu'il va y avoir 2 phases. Il va y avoir une première phase où on va avoir des consommateurs responsables, des gens qui vont mesurer les choses, qui vont être conscients de ce qu'ils ont vécu, qui vont se sentir responsables et qui vont avoir une attitude très responsable par rapport à la consommation. Et puis, assez vite, alors, je ne crois pas qu'on ira vers de l'hyperconsommation. Je ne suis même pas sûr qu'on ait atteint de l'hyperconsommation. Mais en tous les cas, on aura sans aucun doute une consommation beaucoup plus responsable et certainement aussi beaucoup moins de gâchis sur le plan alimentaire. Quand les gens n'ont pas pu aller faire leurs courses, quand ils n'ont pas pu faire un certain nombre de choses, ils ont été obligés d'accommoder les restes, ils ont été obligés d'utiliser, y compris après 2 jours de péremption, un yaourt ou autre chose. Et donc, j'ai l'impression que cette société du gâchis est une société qui peut se transformer. Je ne dis pas que c'est la fin, parce que j'ai une confiance limitée dans la nature humaine, mais je pense qu'on peut assister à une nette amélioration vers plus de responsabilité. Très bien. Une question de David. Comment apprendre à résister à l'injonction du plaisir immédiat dans ce contexte de confinement? C'est pas évident de… Quelles sont les choses qui vous manquent le plus, par exemple, quoi? Ce sera potentiellement notre dernière question. Je veux dire, je suis comme tout le monde, hein. Il y a beaucoup de plaisir que je n'ai pas, même celui tout bête de travailler en équipe, hein. Je veux dire, on est là avec des vidéos, des calls, c'est glacé, on ne voit pas le regard, on n'est pas dans l'échange, mais ça va aussi tout simplement… la promenade, le nez au vent, le week-end, aller se faire une toile, une pièce de théâtre, etc. Il y a énormément de choses dont on est tous frustrés. Et j'ai dit tout à l'heure, en guise de boutade, que j'ai appris une chose, c'est à devenir un rongeur. Et j'ai appris à ronger mon frein.
Et donc, dès que j'ai un moment d'impatience, eh bien, j'arrête, je me lève, je fais des exercices, je bouge, je marche, je vais sur le balcon, je fais le tour de l'appartement, j'essaye d'éviter d'aller à la cuisine pour pas prendre trop de kilos. Et je m'en mets ensuite à la table et de préférence avec un espresso. Et ça va. Parfait. Bah, merci beaucoup, Maurice, pour cet échange. Merci pour votre temps. Écoutez, merci à vous. J'espère que ça a été utile pour tous ceux qui nous ont suivis. Je les remercie de leur attention et je vous remercie de m'avoir invité. J'ai été content de participer. J'espère que ça a apporté quelque chose. Et merci vraiment de votre invitation. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne remise et puis bonne recovery à tous. Oui, bonne recovery à tous.